Tout est politique, bienvenue à tous sur i24 News. Il y a 10 jours, Barack Obama a déclaré ne pas avoir de stratégie face à l'État islamique. Depuis cette nuit, il en a une. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Grande coalition internationale finalement ? Grande coalition internationale, mais avec quand même un bémol, parce qu'il y a au sein de cette coalition un certain nombre de pays dont la présence me déplaît. Vous allez nous en parler dans quelques instants. En France, un torrent de mauvaises nouvelles qui s'abat sur François Hollande et le gouvernement de Manuel Valls. Michael Darmon, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que Chirac disait pardonnez-moi l'expression, que les emmerdes volaient toujours en escadrille. Là, on est au-delà de l'escadrille. Là, on peut dire, le nouveau proverbe de François Hollande, c'est « coulons sous la pluie ». Merci d'être avec nous. L'invité de la seconde partie de Tout est politique sera le député UMP de Paris, Pierre Lelouch. Restez avec nous. Une coalition internationale, c'est l'Amérique qui sort enfin de sa réserve. Barack Obama est sur le pied de guerre contre l'État islamique et c'est jour pour jour, 13 ans après les attentats du World Trade Center, que le président américain a pris la parole pour dévoiler son plan. On regarde. Il faudra du temps pour éradiquer un cancer comme l'État islamique. Chaque fois que nous décidons d'une action militaire, il y a des risques, en particulier pour les hommes et les femmes qui mènent ces missions. Mais que le peuple américain comprenne bien, ces efforts seront différents des guerres en Irak et en Afghanistan. Il n'y aura pas de troupes de combat américaines en terre étrangère. Je suis déterminé à traquer les terroristes qui menacent notre pays où qu'ils soient. Je ne vais pas hésiter à prendre des mesures contre l'État islamique en Syrie ainsi qu'en Irak. C'est un principe de ma présidence, pas de refuge pour ceux qui menacent l'Amérique. Christian, est-ce que la mise sur pied de cette coalition tient la route ? Oui, elle peut tenir la route, mais enfin, je vais quand même vous dire une chose. Il a fallu deux décapitations de confrères américains pour qu'on se réveille, qu'on en arrive là. Alors, Barack is back, oui, il est là. Bravo, il a pris la parole hier soir. On monte une coalition. On a perdu du temps. On savait qu'il y avait toute cette menace. On aurait dû le faire quand, ça ? Mais on aurait le faire depuis plusieurs années. Alors, il y a cette coalition avec des pays occidentaux, bien sûr, c'est important, la France en fait partie, et puis il y a quand même un certain nombre de pays arabes. Alors moi je vois, au milieu de ces pays arabes, il y a quand même deux pays qui font partie de cette coalition, et dont la présence me déplaît. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Qatar. Le Qatar finance l'État islamique, il finance le Hamas dans la bande de Gaza, il finance les islamistes en Libye, il finance les islamistes à travers le monde. Et est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens-là ? Dans leur pays à Doha, les talibans ont un bureau, Khaled Meshal et Ismaël Haniyeh, les deux leaders du Hamas, ont pignon sur rue aussi là-bas dans les 5 étoiles. Enfin, est-ce que c'est sérieux ? C'est de nouveau pour finalement l'Occident d'être en commerce diplomatique ou politique avec des pays dont on sait qu'ils jouent plusieurs bandes. Mais attendez, l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup assagi. Attendez, si on découvrait la réelle politique. Non, mais on fait de la réelle politique, bon. Peut-être. L'Arabie Saoudite, c'est assagi. Si le Qatar peut aider, attendez, il aidera. Pourquoi il va aider le Qatar ? Il peut aider effectivement à donner de l'argent et deux peut-être à donner de l'argent à envoyer pour pouvoir aider justement la coalition. Mais est-ce que vous pouvez faire confiance à ces gens-là ? Mais c'est pas une question de confiance en l'occurrence, parce que dans ce genre d'opération, dans une coalition, ce sont aussi des actes politiques. À l'époque, lorsque effectivement pour la première guerre du Golfe, dans la coalition, il y avait également des pays arabes, on posait la même question. Mais l'essentiel, le Qatar à cette époque n'était pas. Non, je ne parle pas du Qatar. À l'époque, c'était d'autres pays, mais l'essentiel était le geste politique que cela pouvait donc envoyer. Après, moi je note personne ne soit des anges et qu'il y ait double jeu et double langage, mais tout le monde. Je note que l'Arabie Saoudite a tiré des leçons de ses erreurs passées, parce qu'elle a longtemps soutenu financièrement un certain nombre de filières islamistes pour acheter sa sécurité. Et aujourd'hui, ils se sentent menacés par ceux qu'ils ont entretenus. Et donc voilà. Alors, les questions qui se posent aujourd'hui, elles sont là. On a frappé, jusqu'à présent, l'État islamique en Irak. La question maintenant, et Obama l'a dit dans son discours hier soir, il faut aller frapper en Syrie. Est-ce que là, je repose la question, on ne risque pas de faire le jeu de Bachar el-Assad, qu'on est en train, attendez, permettez-moi de finir, qu'on est en train de combattre et dont on dit il faut qu'il parte du pouvoir. Aussi, on est dans les paradoxes les plus complets. Absolument, maintenant ça devient le vainqueur, ça devient celui avec lequel il faut combattre l'État islamique, alors qu'il y a quelques mois,
fois, on en parlait ici et partout, eh bien, c'était l'ennemi numéro un qu'il fallait donc dégager. Ce qui prouve que notre gouvernance mondiale, permettez-moi l'expression, notre gouvernance mondiale, elle est faite avec des girouettes. Nous sommes des girouettes. Monsieur Obama est une girouette. Les Occidentaux sont des girouettes. Et François Hollande, c'est une girouette, puisque lui n'exclut pas non plus une intervention militaire. Mais François Hollande, il était le premier à vouloir intervenir aux côtés de Barack Obama quand il a fallu aller, entre guillemets, dégommer Bachar el-Assad. Il est resté en planque, si je puis dire. Et planté. Et donc, aujourd'hui, que la France fasse partie de la coalition, c'est bien. On envoie des armes aux Peshmerga, aux combattants kurdes, on aide sur le terrain au niveau humanitaire. Tout ça me paraît très logique. Alors, moi, je voudrais quand même ajouter au milieu de tout ça, il y en a un dont on ne parle pas, mais que ça arrange aussi qu'on intervienne contre l'État islamique. C'est Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que Poutine est menacé par une vidéo qui a été envoyée au Kremlin par un certain Omar al-Hachimi, qui veut dire Omar le Tchétchène, qui fait partie d'un groupe de 200 Tchétchènes qui sont au sein de l'État islamique, et qui lui ont dit « Attention, nous, on va te mettre le feu dans le Caucase, dans ton arrière-cour, au Daghestan, en Tchétchénie. » Donc Poutine a intérêt de cette coalition. D'un seul coup, Poutine y voit aussi un intérêt, non seulement pour lui... Il redoute qu'il y ait des instaurations de république islamique dans son arrière-cour, mais en même temps, on protège son ami Bachar. Mais Christian, tout à l'heure, vous avez commencé votre analyse en disant ça fait bien longtemps qu'on aurait dû intervenir. Mais attention à ne pas réécrire l'histoire. On a fermé les yeux pendant trop d'années. Personne n'a vu arriver l'État islamique. Personne. Encore il y a quelque temps, l'analyse de Barack Obama était un groupe régional. Mais les Al-Qaïda, Français, tout ça, Al-Qaïda. la France, le gouvernement français a attendu le retour d'un ex-otage pour pouvoir avoir le débrief qui lui a permis de comprendre ce qui se passait. Sinon, il ne voyait rien. On n'a pas su anticiper. C'est de l'aveu au plus haut niveau du ministère de la Défense. On n'a jamais su anticiper, et même du temps d'Al-Qaïda. Mais pourquoi, Christian ? On est resté bloqué sur Al-Qaïda, on n'a pas vu l'État islamique On est resté verrouillé sur Al-Qaïda, vous avez raison. Mais en même temps, je pense qu'on a sous-estimé depuis très longtemps la puissance, la poussée islamiste à travers toute cette région du monde, y compris sur notre territoire. Est-ce qu'on l'a sous-estimé ou peut-être n'a-t-on pas eu les moyens de l'éradiquer et de l'anticiper ? Il est trop facile de fermer les yeux sur certaines menaces pour ne pas affoler les opinions publiques. Parce qu'en France, on est aussi vraiment menacé de l'intérieur. Tout est politique. Une pluie de torrents sur François Hollande, c'est tout de suite. La rentrée de François Hollande, on peut parler de semaine noire, des sondages au plus bas, 13% d'opinion favorable, un chômage record, la démission d'un secrétaire d'État et la bombe de Valérie Trierweiler qu'il a accusé dans son livre de ne pas aimer les pauvres. C'est lors d'une conférence de presse au sommet de l'OTAN que le chef de l'État a appelé au respect de la fonction présidentielle. On le regarde. Respecter la fonction présidentielle, c'est pas protéger la personne, c'est préserver nos institutions, qui sont le socle de la République. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus humbles, les plus pauvres, parce que je suis à leur service et parce que c'est ma raison d'être. Tout simplement ma raison d'être. Mickaël, on vient d'entendre un François Hollande réaffirmer son engagement sans faille auprès des plus démunis, auprès des sans-dents, comme Valérie Trierweiler le raconte dans son livre. Maintenant consacré, effectivement. Pensez-vous qu'il est sincère ? En tout cas, cet extrait restera comme un des moments les plus marquants peut-être du quinquennat dans les prises de parole présidentielles et faisant et faisant la bascule. En tout cas, même si effectivement il reste 2 ans et demi, j'ai le calendrier en tête comme vous, le moment de bascule, on le voit, on le touche là maintenant. C'est à peu près, au fond, ça correspond à l'EHPAD de François Hollande. C'est-à-dire le moment, vous savez, cette espèce d'événement symbolique qui tout d'un coup cristallise les opinions. On est là au sommet de l'OTAN, au cœur des problèmes internationaux et stratégiques d'aujourd'hui, et on voit un François Hollande qui est amené à défendre ce qu'il est, les attaques de sa compagne, et parler de la fonction présidentielle qu'il faut préserver. Christian, ça vous fait rire, pourquoi ? Ça vous fait sourire, pourquoi ? Moi, je vais vous dire, parce que est-ce que Hollande est crédible, même à l'OTAN, quand il dit ça, ce côté compassion, quand il dit, il a menti aux Français depuis le départ, moi président, le déficit, le chômage. Attendez, réveillez-vous, c'est pas Christian Volcan, c'est Christian qui prend l'opinion publique française. Mais moi, ce que j'essaye de comprendre et de toucher du doigt,
c'est effectivement le drame présidentiel qui se joue à ce moment-là. Quand on est à l'OTAN, à la conférence de presse de l'OTAN, d'un président français, on serait en droit d'attendre et de pouvoir garder et d'archiver d'autres propos liés aux questions de sommet de l'OTAN. La seule chose que l'on va garder du sommet de l'OTAN, c'est sa vie privée et la fonction présidentielle. D'ailleurs, la fonction présidentielle qui a été mise à mal, peut-être selon lui, par Valérie Trierweiler. Mais la question qu'on peut se poser, c'est au fond, qu'est-ce qui abîme le plus la fonction présidentielle, Valérie Trierweiler ou le scooter? C'est ça la question. Mais est-ce que sur le fond, mettez-vous à la place des Français. Il y en a tellement qui sont au chômage aujourd'hui. On dit on va réduire le taux de chômage. Il n'est pas réduit. Le déficit ne fait que s'aggraver. Comment voulez-vous que les Français puissent faire confiance à M. Hollande, comme à d'autres qui ont pris le pouvoir dans le passé et qui ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Même si aujourd'hui, on dit Mme Trierweiler, le livre et tout. Et vous l'exprimez avec justesse. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe en cette rentrée? Qu'est-ce qui se passe en cette rentrée? Et puis, et l'affaire Thévenoud maintenant, essayons de mettre un peu d'ordre. Parce que vous voyez, pourquoi c'est désordonné? Parce que la situation est folle. Parce où qu'on tourne la tête, il y a un problème. Vous avez maintenant l'ancien conseiller Aquilino Morel qui se met à tirer à boulet rouge sur l'ancienne équipe présidentielle alors qu'il était le conseiller le plus proche du président. La même chose en privé. Montebourg et Duflot. Et maintenant pratiquement au public. Vous avez maintenant Philippe Petit avec donc Arnaud Montebourg, dont on devine maintenant, comprend grâce à Paris Match, qui sont dans une romance au fin fond de la Californie, alors que la France est en train de couler. La terre tremble. Et là, c'est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant. Regardez. Qu'est-ce qui est intéressant? Vous avez Madame Exception française et Monsieur Démondialisation qui vont aller main dans la main au cœur de la planète globalisée. C'est-à-dire qu'ils sont allés, se promener sur le territoire qu'ils ont pourfendu en permanence dans leur dossier ministériel. Amazon, Google, toute la mondialisation. Et là, c'est là que justement, ils vont vivre, ce qu'ils ont le droit de vivre d'ailleurs, mais politiquement, c'est intéressant parce que c'est un message. Michael, l'affaire Thévenoud, moi je voulais qu'on y revienne une minute. L'affaire Thévenoud quand même. Est-ce que ce monsieur ne se fout, permettez-moi l'expression, ne se fout pas de notre gueule, entre guillemets? Parce que franchement, on peut l'imaginer. Attendez, il était avec Cahuzac, c'est un ami de Cahuzac. Tous les deux ont tenu des propos en public. Attendez, il ne faut surtout pas la fraude fiscale et tous les trucs comme ça. Ils ont menti, mais menti de façon effrontée. Mais en même temps, de ceux qui le nomment. Non, mais d'abord, il y a une enquête. Mais est-ce qu'on a vérifié? Est-ce qu'il y a une enquête préalable? Ça renseigne sur comment on fait un remaniement en France à 18h, alors qu'il faut aller présenter la liste devant les médias sur le perron de l'Élysée. C'est encore en train d'être fait et on est encore en train d'appeler des gens au téléphone pour savoir comment ça se passe. Deuxièmement, il est une victime expiatoire et c'est là où il faut quand même poser la question de la proportion. Certes, ce qu'il a fait est inconcevable, est inacceptable pour des millions de Français. Ne pas déclarer ses impôts en France, c'est exactement le moment, la corde la plus sensible. C'est quand même là-dessus qu'on déclenche des révolutions. On s'étonne du tous pourri de la part des Français. Voilà. Mais en même temps, il est aussi une victime expiatoire, c'est-à-dire que la proportion de du feu qui est déclenché contre lui vient montrer qu'effectivement la difficulté dans laquelle se trouve cet exécutif, et c'est quand même pas de sa faute si depuis 2 ans Jean-Marc Ayrault a tout raté, c'est quand même pas de sa faute si depuis 2 ans François Hollande n'a pas pris les bonnes décisions, et si toute cette équipe n'a pas su respecter les promesses ou en tout cas les engagements qu'ils avaient pris devant les Français. On en reparlera la semaine prochaine, on passe tout de suite aux images de la semaine. Mickaël, on reste avec vous. Là, c'est plus le Parti Socialiste. On va parler de l'UMP de Franck Louvrier. C'est votre image de la semaine. C'est l'ancien monsieur Com de Nicolas Sarkozy, dont on va voir sa photo sur les écrans. Oui, Franck Louvrier, qui aujourd'hui est donc conseiller aussi régional d'opposition donc pour les pays de l'Ouest, qui travaille maintenant dans la publicité, qui a été donc qui a été le monsieur communication de Nicolas Sarkozy et surtout qui était le muet du sérail. Il ne parlait jamais, il ne donnait jamais d'interview ou hormis de temps en temps une petite explication médiatique de communication. Et là, pour la première fois, il a pris une parole politique, c'est-à-dire que quand il est à Presse-Océan et quand il est arrivé effectivement à la Baule au début donc de la réunion donc de l'UMP où là il a parlé. Ça a été fait en liaison avec Sarkozy. Ça a été fait en coordination, c'est ce qu'on appelle la carte postale qui annonçait une fois de plus et expliquait une fois de plus quelles étaient les modalités du retour qui évidemment n'est plus un suspense, en tout cas n'est plus un secret. Ce sera pour quand? Ce sera pour après la conférence de presse de François Hollande. Mais ce qui est intéressant, c'est que après 18 et dans la dernière semaine de septembre sur
sûrement. Ce qui est intéressant, c'est que Franck Louvrier, c'est l'inventeur de la fameuse expression carte postale qui aujourd'hui est passée dans le langage courant. Mais à l'époque, la carte postale des Sarkozy de la firme était désignée à Jacques Chirac. C'était la manière qu'avait Nicolas Sarkozy d'envoyer des signaux aux Chiraciens qu'il était en train de combattre entre 2005 et 2007. Et c'était une carte postale par jour, ce que les sarkozystes avaient inventé. Ça a été ensuite repris et maintenant c'est passé dans le langage courant. Donc Franck Louvrier, on est un inventeur et malgré son nom, eh bien, il n'est pas de la dernière heure. Christian, votre image de la semaine, 15 secondes, avec Dor Lieberman, le ministre israélien des Affaires étrangères. Mais il a raison de s'inquiéter en se disant qu'il va peut-être y avoir une deuxième guerre, une suite. Il a des doutes sur la durée du cessez-le-feu. Avec le Hamas, mais pourquoi? Parce que tout le monde s'aperçoit aujourd'hui que le Hamas continue à construire des tunnels, qu'on y empile des rampes de lance-missiles, des roquettes, et en même temps, on a appris que le Hamas voulait, en août dernier, renverser le Fatah de M. Mahmoud Abbas, qui avait été à un moment donné avec eux pour essayer de faire un gouvernement de réconciliation, d'union nationale. Donc, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez, il n'y a aucun ingrédient aucun signe qui montre que ça va vraiment s'arrêter. Merci, messieurs. Mickaël Darmon, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Christian, vous restez avec moi dans la seconde partie de l'émission. Notre invité sera Pierre Lellouche, député UMP de Paris. À tout à l'heure, après les infos.